Deuxième débat de l'après-midi sur cette belle thématique de l'engagement. Alors, je vous laisse vous mettre où vous voulez. Voilà, il n'y a pas de plan de table. C'est l'œuf. Donc, les acteurs de l'engagement maintenant, et notamment sur la question au cœur des ressources. L'engagement pour la terre, la préservation des sols et des matières premières, leur régénération, leur exploitation responsable. L'avenir de la planète et plus globalement de l'humanité et de ses quelques bientôt 10 milliards d'habitants. Je vous présente les 4 participants à cette belle table ronde qui va durer à peu près 1 heure. Axel Reynaud, le fondateur de Net Zero. Bonjour monsieur, vous nous expliquerez un petit peu ce que vous faites. C'est un peu compliqué, mais j'ai fini par comprendre, donc vous allez tous pouvoir comprendre ce que fait Net Zero. Ensuite, nous avons Joël Le Breton. Bonjour. Vous êtes président d'AgriSud. Ça, c'est beaucoup plus simple à comprendre et vous allez voir à quel point c'est utile pour la planète et pour la société. Ensuite, nous avons François-Xavier Huard. Bonjour, le président de la Fédération nationale de l'industrie laitière. Pareil, on discutera, on vous expliquera un petit peu de ce que c'est. Et enfin, last but not least, tout le monde la connaît, mais c'est quand même nécessaire de continuer à la représenter. Madame Lambert. Bonjour Christiane Lambert, ex-présidente de la FNSEA et présidente de Ethicare. On va commencer par vous. Vous êtes une femme engagée depuis très longtemps. Et ce qui nous intéresse de savoir et de comprendre aujourd'hui, c'est comment est né cet engagement personnel, comment il s'est traduit et pourquoi vous continuez à être une femme engagée aujourd'hui. Et surtout, pour la planète, pour les ressources. Bonjour à toutes et à tous. Je suis née dans un bon berceau qui prédisposait à l'engagement. J'avais des parents militants, engagés tous les deux à la JAC, Jeunesse agricole chrétienne, et nous avons été élevés dans cet esprit-là, rendre service et être utile aux autres. Et l'engagement dans l'action, donc pas l'engagement contemplatif, mais l'engagement actif. Donc très jeune, j'ai pris des responsabilités à l'école, dans l'équipe de handball, dans le syndicat local des jeunes agriculteurs, dont j'ai été présidente. Et puis, j'ai découvert quand j'étais chez les jeunes agriculteurs la force d'entraînement de l'engagement et de la parole, du discours, du contact. Et donc, l'importance aussi d'agir en collectif. Faire bien pour soi tout seul, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et mesurer aussi que finalement, quand on est engagé avec enthousiasme, on arrive à entraîner derrière soi et à changer les choses. Et changer les choses, c'est partir d'un constat qu'on peut améliorer une situation. Rien n'est définitivement ancré dans le marbre et on peut changer les choses. Et puis engager ensuite pour l'environnement, parce que j'ai découvert quand j'étais chez les jeunes agriculteurs une association qui s'appelait phare, le Forum de l'agriculture raisonnée respectueuse de l'environnement. Ça a fait écho à mes études où j'avais un prof de biologie, phytotechnie un peu décalé. Dans les années 78, il nous parlait de biotopes, d'écosystèmes, de biodiversité. Ce n'était pas commun dans les écoles d'agriculture à l'époque. Et j'ai retrouvé au Forum de l'agriculture raisonnée le souci des agriculteurs et des viticulteurs de travailler en respectant le milieu dans lequel ils vivaient, respecter la terre. Monsieur Germain, que j'ai adoré, allait compter les araignées rouges dans sa vigne avant de sortir son pulvérisateur pour traiter. Et était très fier de ce qu'il faisait. Et donc là, je me suis engagée beaucoup dans ce réseau. Et puis à la FNSEA, on a engagé aussi beaucoup de travaux pour s'engager dans le cadre du changement climatique, apporter les solutions de l'agriculture. Montrer que l'agriculture est une solution plus qu'un problème, capte du carbone, produit des énergies renouvelables, conserve de la biodiversité, produit, valorise de la biodiversité. Et c'est dans cet esprit que nous avons créé une SAS pour quantifier, évaluer et vendre de la compensation écologique faite par des agriculteurs. Et nous avons plusieurs réalisations à notre actif. Donc ça s'appelle Epiter. Voilà, c'est Epiter que je préside aujourd'hui en même temps que le syndicat européen où je porte aussi cette idée. Pour sortir de cet affrontement agriculture-environnement, je montre qu'on peut parfaitement concilier les deux. Juste avant de revenir un peu plus tard sur les actions de la FNSEA et d'Epiter, sur votre engagement personnel, quand on a préparé, vous m'avez dit qu'il y a 2 femmes qui vous ont inspiré, qui vous ont inspiré leur engagement, qui ne sont pas du tout des femmes de la Terre. Non, c'est Michèle Mouton, qui a été une championne de pilote de rallye, championne, voilà, et qui est aujourd'hui présidente de la Fédération internationale des rallyes, et qui disait les femmes ont plus l'instinct de conservation que les hommes. Alors, pardon messieurs, là, il n'y a que des hommes en tribune. La notion de temps long, de préservation, aussi par rapport au fait qu'on donne la vie, qu'on a des enfants et qu'on veut pour eux le meilleur. Et je trouvais assez intéressant à liser. Une femme ne gagnera jamais un rallye parce qu'on a l'instinct de conservation, donc on ne va jamais à des vitesses folles, à prendre des risques aussi forts. Et puis une autre femme pour qui j'ai beaucoup de respect, que j'ai eu le plaisir de rencontrer et de faire intervenir, c'est Nicole Notat,
dont beaucoup ont dit quand ex-secrétaire générale de la CFDT, voilà, quand elle arrive à la et tête de la patronne de CFDT, Vigéo, ex-patronne de Vigéo, l'agence sociale de notation. Et les commentaires et les journalistes bienveillants disaient c'est une femme qui a de l'ambition, elle en veut. Voilà. Quand une femme est présidente, elle a de l'ambition. Quand c'est un homme, il n'en a pas. C'est bien connu. Et donc, Nicole Notac, qui a travaillé ensuite justement avec Vigéo pour quantifier et engager les entreprises, puis ensuite a fait le travail pour les entreprises à mission, que j'ai trouvé également très intéressant. Et j'ai pu faire avec elle, parce qu'elle était née de la terre aussi, elle est de la Marne, son frère est agriculteur, Alain Nota, président de la FDSEA de la Marne, comme quoi l'engagement c'est génétique aussi dans les familles. Et mesurer aussi qu'en agriculture, finalement, on fait beaucoup, beaucoup de choses, mais on a été très modeste, on ne l'a pas suffisamment dit. Et il faut davantage le dire, le montrer, le prouver, continuer à bien le faire, essayer d'engager ceux qui ne le font pas, parce que tout le monde ne le fait pas encore. Mais il y a quand même aujourd'hui de sacrées évolutions dans ce domaine, et agriculture et environnement riment parfaitement bien aujourd'hui. Vous savez, ce matin, avant de venir, j'étais à Lyon, j'intervenais devant le Congrès international des scientifiques qui travaillent sur l'élevage, et qui, eux aussi, disent les agriculteurs sont la solution, mais ils sont, pas le problème. Mais ils sont sous pression. Bon, alors, si c'est moi qui le dis, si ce sont les scientifiques de l'élevage qui le disent, je pense qu'il faut l'écouter. Et eux sont là pour nous apporter des données scientifiques qui nous permettent d'être crédibles. On y reviendra. Merci beaucoup, Christiane Lambert. Axel Reynaud. Vous pouvez l'applaudir, oui, effectivement. Voilà, il est venu avec sa famille. Non, mais je plaisante. Merci beaucoup. Axel Reynaud. Qu'est-ce qu'un ex-BCG fait dans la fabrication du biochar dans les zones tropicales? Expliquez-nous ça, parce que ça peut paraître un mystère pour un néophyte comme moi ou pour d'autres ici. Expliquez-nous qui vous êtes, pourquoi vous le faites, et surtout, comment vous êtes venu cette idée saugrenue de faire du biochar à grande échelle. Alors, vous avez dit c'est compliqué. Je vais peut-être essayer de démystifier, parce que sinon tout le monde va partir. Et puis après, je parlerai un petit peu. C'est pour ça que je vous laisse le faire. Ce sera plus simple avec vous qu'avec moi. Donc, le fameux biochar, en fait, c'est des résidus agricoles qui sont chauffés à haute température et transformés en quelque chose qui ressemble un peu à du charbon. Et ce produit, en fait, a deux caractéristiques très, très intéressantes. Une caractéristique agricole, qui est que quand on le mélange dans les sols agricoles, ça permet d'améliorer globalement la qualité des sols, ça permet de réduire les besoins en nutriments et en intrants, ça permet de stocker l'eau, ça permet de développer la vie microbienne dans les sols. Et donc, ça permet, en fait, d'avoir des sols de meilleure qualité et qui produisent plus. Et la deuxième chose, c'est que ce carbone, il est très stable, il reste dans les sols. Et donc, en fait, vous avez un cycle très, très simple à comprendre. Les plantes, en poussant, captent du CO2 par photosynthèse. Si on ne fait rien, au bout d'un moment, les plantes se dégradent, pourrissent, sont brûlées, sont digérées, et le carbone repart dans la nature. Et ça, c'est le cycle qui était à l'équilibre avant que l'homme décide d'aller prendre du carbone enterré très profond et d'en rajouter dans l'atmosphère. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que on dit les plantes ont capté le carbone et on va le stabiliser. Et c'est ce fameux biochar. Et on le met dans le sol où il a toutes les propriétés que je vous indiquais et où il va rester. Et donc, l'effet net, c'est qu'on a enlevé du carbone de l'atmosphère. Et donc, c'est un produit qui a vraiment deux facettes, une facette agricole et une facette climatique. Et on le met qu'une seule fois dans la terre. Et on le met. C'est pas un engrais. Non, c'est pas un engrais. C'est un produit qui améliore la structure du sol, on va dire. Et on n'en met effectivement qu'une fois, et ensuite il reste sur... voilà, il y a des traces de charbon qui ont été mis par des populations précolombiennes il y a plus de 1000 ans, et le sol est toujours très fertile, et le carbone est toujours là. Donc c'est vraiment stable. Alors, moi je le sais, je connais la réponse, mais comment vous avez fait pour découvrir le biochar et pour y plonger les deux mains dedans, je dirais quasiment? Oui, alors effectivement quand vous avez tracé mon parcours en 30 secondes en disant consultant en BCG, effectivement, c'est assez loin de tous ces sujets. En fait, moi, il y a deux angles qui m'ont amené à lancer Net Zero, qui est cette start-up qui essaie de faire passer le biochar comme une solution à grande échelle. D'abord, j'ai eu la chance, très jeune, de participer à la conférence de Rio en 92. Donc, la conférence de Rio, ça s'appelait le Sommet de la Terre. C'était la COP 0, en fait. C'est la première fois que tous les chefs d'État se sont réunis et ont reconnu la réalité du changement climatique. Et à cette conférence, il y a le commandant Cousteau qui a donné une conférence à laquelle j'ai assisté, et avec une lucidité sur ce qui allait se passer, sur les changements climatiques, mais aussi liés à la biodiversité. Et j'en suis revenu extrêmement impacté.
Et encore plus impacté quand je suis revenu en France, que j'en ai parlé à tous mes copains et que tout le monde regardait comme si je venais de Mars. Je racontais des trucs, mais alors le changement climatique qu'on appelait global warming à l'époque, ça n'intéressait personne. On a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Hein. Voilà. Et donc, et je me suis intéressé au sujet depuis. Donc, il y avait 30 ans d'intérêt personnel là-dessus. Et après, il y a une histoire familiale où mon père a été un des pionniers dans la production et l'utilisation de biochar en zone tropicale pour protéger les forêts tropicales. Et donc finalement, l'aventure Net Zero, c'est la rencontre d'un sujet agricole en zone tropicale et d'un sujet climatique. Oui, ce qu'on y reviendra après, quand vous détaillerez un petit peu les actions de Net Zero, ce n'est valable aujourd'hui qu'en zone tropicale. Ce n'est pas duplicable a priori pour l'instant dans d'autres zones de la planète que les zones tropicales dans lesquelles vous intervenez. Alors, ça peut marcher ailleurs. Le biochar, en fait, est un produit très versatile. Nous, on l'utilise pour un usage agricole, pour mettre dans les sols. On peut l'utiliser comme additif pour faire du béton. On peut l'utiliser en complément de nourriture animale, notamment pour les ruminants. On peut l'utiliser pour faire de la filtration industrielle. Donc, il y a plein d'usages dont certains pourraient être pertinents ici. Ce qui se passe, c'est qu'en zone tropicale, il y a beaucoup de résidus agricoles qui ne sont pas valorisés. Quand je parle de résidus agricoles, c'est peut-être un peu abstrait pour vous tous. Chaque fois qu'on mange quelque chose, prenez par exemple du café, vous avez un grain de café, mais le grain de café, il pousse dans une petite cerise où il y a des pots autour. Et donc, quand on récolte la cerise, on sépare le grain de café de tout ce qui est autour. Et ça, c'est du résidu dont personne ne fait rien. Pareil, le riz et la balle de riz, le sucre et la bagasse, la fleur de coton et toutes les tiges, etc. Et donc, chaque fois qu'on fait pousser quelque chose, il y a une part utile pour la consommation humaine et puis une part qui est moins utile, qui est valorisée pas mal dans nos pays pour faire de la nourriture animale, pour faire de l'énergie, pour faire de la méthanisation, etc. Beaucoup moins dans les pays tropicaux. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on s'est installé là-bas. Le modèle économique que vous voulez installer. Merci beaucoup, Axel Reynaud. Joël Le Breton, votre engagement à vous, c'est pareil. Il remonte à très longtemps. Aujourd'hui, il se décline à travers AgriSud, mais vous n'avez pas fait que ça. Vous avez été un grand dirigeant d'entreprise, dans des grandes entreprises, notamment de transport. Comment vous êtes passé et pourquoi vous êtes passé de ces engagements et comment vous avez atterri chez AgriSud et expliquez-nous aussi ce qu'est AgriSud. Alors effectivement, je représente ici une ONG, mais en fait, moi, je viens du monde de l'entreprise. Et si je suis arrivé à AgriSud, c'est d'abord parce que, en tant que dirigeant d'entreprise, j'ai toujours eu une activité dans le monde associatif et j'ai toujours mesuré la puissance que on trouvait dans des ONG ou des associations, la puissance liée à l'engagement en fait, des personnes qui croyaient en ce qu'elles faisaient. En fait. Et moi, je m'en suis beaucoup inspiré dans le pilotage des entreprises que j'ai dirigées. Et puis la deuxième chose qui m'a amené à AgriSud, c'est que AgriSud, c'est une ONG de développement économique qui promeut l'entrepreneuriat. Et donc, voilà, c'est aussi une logique d'entreprise. Je me sens parfaitement à l'aise dans une ONG comme ça. Et au passage, je voudrais juste quand même remercier les organisateurs de m'avoir invité, parce que inviter une ONG dans un forum d'entrepreneurs, c'est pas complètement naturel en fait. Le MEDEF aime beaucoup la contre-programmation, donc il n'y a pas de souci. Et parce qu'en fait, voilà, tout le monde sait que les relations entreprises-ONG, c'est pas toujours, je dirais, complètement fluide. Et pourtant, moi, je me sens parfaitement à ma place ici. Hein. L'intervenante précédente, Isabelle Giordano, parlait des nouvelles alliances, des nouvelles coalitions, justement, entre pouvoirs politiques publics, entre entreprises, entre fondations, entre ONG, et que l'engagement et l'impact de l'engagement, le changement du monde passerait par ces nouvelles alliances où tout le monde avait un intérêt commun à agir ensemble, que ce soit pour la planète, que ce soit pour la réduction des inégalités. Donc, ce n'est pas totalement saugrenu non plus. Non, mais enfin, c'est courageux quand même. Très bien. Expliquez-nous en deux mots ce qu'est AgriSud et surtout son histoire. Alors, AgriSud intervient dans le domaine agricole et dans les pays du Sud, uniquement dans les pays du Sud. Pour vous situer quand même le contexte de ces pays, parce que je crois que c'est important de comprendre. En Afrique, en Amérique latine, en Asie, les pays où nous intervenons, 60%, environ 60% de l'emploi total est dans l'agriculture. Donc ce sont des pays essentiellement agricoles. Et dans ces pays-là, ce sont des dizaines de milliers de petits agriculteurs qui vivent souvent très mal,
Parfois, dans les zones où nous intervenons, ils vivent avec $1 par jour. Ce qui est moins que le minimum de seuil de pauvreté mondial. Tout à fait. Et je dirais ça, c'est un réel facteur de déstabilisation de ces pays qui est, je crois, trop souvent ignoré. Pour preuve, 5% de l'aide publique au développement international va à l'agriculture. Vous voyez l'écart entre les besoins et ce qui est la réalité. Et en fait, je dirais, nous cherchons à sortir des paysans et des populations rurales de la pauvreté par l'entrepreneuriat, en structurant des très petites entreprises agricoles. Et en fait, je dirais, nous leur faisons faire un parcours de professionnalisation, organisation de la gestion, choix de la production, accès au marché, formation au métier. Et la formation au métier, sur ce volet-là, on fait appel à l'agroécologie, pas par idéologie. Définissez l'agroécologie. Oui, mais c'est pas forcément spontané pour tout le monde, notamment au MEDEF. L'agroécologie, c'est de maximiser l'utilisation des ressources naturelles et de la biodiversité pour rendre l'agriculture plus productive. Et en fait, dans les territoires où nous intervenons, c'est le moyen d'avoir une agriculture productive. Entre l'agriculture traditionnelle et l'agroécologie, on multiplie les rendements par 2, voire par 3. Et puis, c'est la plus rentable pour les agriculteurs parce qu'en fait, on diminue leurs dépenses, notamment moins d'intrants chimiques, et on augmente leurs recettes parce qu'ils ont des produits de meilleure qualité qui vendent mieux et des rendements plus importants et moins de pertes. Et avec ça, on amène des gens de $1 par jour à $4 par jour, ce qui leur fait franchir le seuil de pauvreté qui est aux alentours de $2. De $2,15 à la dernière date. Ok. Merci beaucoup. On reviendra après sur concrètement comment vous faites et on mesurer l'impact de ce changement dans ces pays du Sud. On va finir ce premier tour de table par François-Xavier Huard, le PDG de l'AFNIL. Alors comme je disais tout à l'heure, le MEDEF aime la contre-programmation. Là, non, pas du tout dans la contre-programmation. C'est tout à fait logique que vous soyez là en tant que président d'une fédération patronale. Et on pourrait se poser la question, qu'est-ce que l'AFNIL? Comment l'engagement de l'AFNIL peut se traduire, parce que a priori on peut se dire vous êtes une fédération nationale, vous avez une centaine d'entreprises adhérentes, les 4 leaders mondiaux, vous avez des ETI et 80% de PME, donc votre job c'est de leur faciliter la vie et de faire en sorte qu'ils soient le plus productifs possible, le plus rentable possible. Où est l'engagement, a priori, je me fais l'avocat du diable, où est l'engagement a priori dans cette démarche? La réponse est nette, c'est que l'engagement il est au quotidien. C'est-à-dire que pour continuer à avoir du lait en France, pour continuer à avoir des éleveurs laitiers, pour continuer à avoir des laiteries et des fromageries qui produisent les symboles de notre gastronomie et ce qui permet de nourrir tous les jours les Français et ce qui a permis aussi de nourrir aujourd'hui en plateau de fromage et hier l'ensemble des participants à les universités du MEDEF, il faut qu'on puisse avoir des entreprises sur le terrain qui puissent avoir les moyens de réaliser leur mission qui est de nourrir les Français. Et c'est dans ce travail-là quotidien que la fédération, comme son nom indique, une fédération, c'est fait pour fédérer. C'est-à-dire des acteurs qui sont... Il y a des grands, moi j'ai des grands acteurs, Danone, Lactalis, Bell, Savencia, mais j'ai aussi 80% de PME. Et le plus petit adhérent chez moi est à 20 salariés, c'est un atelier de transformation de lait de chèvre. Donc vous voyez qu'on a des acteurs de taille différentes qui sont dans des zones différentes. Il y en a qui sont en Bretagne, en Pays de la Loire, en Normandie, il y en a d'autres qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes, il y en a d'autres qui sont aussi dans le Pays Basque, avec des logiques différentes. Mais ce qui les unit, c'est de pouvoir relever les défis actuels et de pouvoir dépasser les stratégies locales qui sont les leurs. Il y en a certains qui sont... que sur des protéines animales, il y en a d'autres qui vont sur des protéines végétales, il y en a qui sont sur certains marchés à l'export, d'autres sur moins sur des marchés à l'export. Mais en tout cas, ce qui les unit, c'est de pouvoir surmonter les challenges du moment. Et les challenges du moment, ils sont au moins triples. Le premier, c'est la transition écologique. On le voit tous les jours, on l'a vu avec la sécheresse il y a en 2022 et encore en 2023. C'est l'accès aux ressources. C'est de pouvoir arriver à décarboner non seulement leur activité en tant que laiterie et fromagerie, mais aussi accompagner leurs partenaires éleveurs dans leur propre transformation, et c'est important. On a besoin d'un élevage transformé, mais l'élevage, comme l'a indiqué Christian Lambert, et je soutiens à 200% ce qui a été dit, l'élevage est une solution et on doit pouvoir porter cette voie-là de manière commune. C'est également l'accès à l'eau.
On est dans une table ronde sur les ressources. On voit bien que l'eau est une ressource précieuse qu'il faut préserver. Et On a des on s'en rend capacités. compte de plus en plus. On a des capacités et d'immenses potentiels de réutilisation de l'eau, notamment dans l'industrie laitière. Chaque année, on pourrait réutiliser 11 millions de mètres cubes d'eau, sauf que jusqu'à présent, la réglementation en place nous empêche de le faire. Là où les Espagnols le font, les Italiens le font, les Allemands le font. Donc on est en train de travailler. C'est aussi le rôle d'une fédération de pousser des sujets comme ça pour aller plus loin. Okay. 11 millions de mètres cubes de vaches, c'est ça? D'eau de vache? Alors en fait, le lait, c'est 90% d'eau. Et quand on a extrait la matière sèche pour faire des bons produits laitiers, pour faire des fromages que vous mangez avec beaucoup de gourmandise, et ben cette eau-là, ce qu'on appelle l'eau de vache, on doit pouvoir la récupérer pour faire un certain nombre d'usages. Mais pour l'instant, la réglementation ne nous permet pas de le faire. Et je ne parle pas d'une petite quantité, hein. En France, exactement. Ailleurs, c'est possible. Et vous dites l'Espagne? L'Espagne, notamment, ils sont quasiment à 16 ou 17%, voire 18% même dans certaines zones de réutilisation de l'eau. Là, on est à 1%. Et quand je dis 11 millions de mètres cubes d'eau, pour se rendre compte, c'est l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville comme Lille ou Rennes, qu'on pourrait économiser chaque année. Je pense que l'urgence climatique l'impose et il faut vraiment qu'on puisse, le président de la République qui a fait une intervention hier en vidéo, a tracé la voie avec le plan eau d'aller beaucoup plus loin. Mais il y a encore des petits blocages réglementaires qu'il faut qu'on fasse. Mais ça devrait se débloquer ou pas? Je pense que le bon sens va l'emporter, mais il faut donner des fois un petit peu d'élan, et c'est là aussi le rôle d'une fédération de pouvoir mettre tout son poids dans la balance. Alors juste pour bien préciser, et après on repassera la parole à Joël Le Breton. La FNIL, c'est 250 salariés et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en moyenne. C'est ce que vous m'avez dit. C'est 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 40% à l'export, et ça représente 36 000 salariés en France. Exactement, c'est le portrait robot moyen en fait d'un adhérent de la FNIL. Voilà, on a toujours les grands noms en tête, mais c'est vrai que ce sont souvent des entreprises patrimoniales, familiales, à taille humaine, qui investissent sur le temps long. On est ici à l'université d'été du MEDEF, à la REF. Ces entreprises-là, en fait, ont besoin d'être accompagnées, d'être aidées. Font pas souvent parler d'elles, et elles font vivre pourtant plein de territoires avec de l'emploi local, du commerce de proximité, de l'artisanat de proximité, des services publics. Et c'est souvent le plus grand employeur, voire même le plus grand pourvoyeur quand il y a une station d'épuration. Moi, j'ai beaucoup d'adhérents qui sont la seule station d'épuration de toute la commune. Voilà, donc c'est aussi des acteurs des territoires. Merci beaucoup François-Xavier Huard. On revient à Joël Le Breton, si vous le voulez bien, pour parler un petit peu concrètement des actions d'AgriSud et de la manière dont vous intervenez dans les pays pour faire monter en compétences, pour faire monter en entrepreneuriat ces agriculteurs qui vivent bien en dessous du seuil de pauvreté et dont vous avez besoin et qui ont besoin, eux, d'avoir une augmentation de leur rendement. Vous intervenez, vous me disiez, quand on a préparé, à la demande des gouvernements. Donc donnez-nous quelques exemples concrets de ces engagements, de la manière dont ça se décline sur le terrain, pour le compte de quel pouvoir public, et puis après on en reviendra dans la troisième partie sur pour quels résultats. Et je crois aussi, je ferme la boucle, après je me tais, vous intervenez aussi en partenariat avec des grandes entreprises. On a parlé de L'Oréal, on a parlé du Club Med. Est-ce que vous pouvez nous donner aussi quelques exemples de ces partenariats? Alors effectivement, je dirais notre mode d'action, nous avons deux modes d'action privilégiés. En fait, un premier mode d'action qui intervient en fait à la demande de gouvernements locaux ou dans le cadre de politiques d'aide au développement, notamment avec des financements comme de l'Agence française de développement, où il s'agit sur un territoire d'essayer de créer les conditions d'un développement économique rural, donc d'accompagner et de fédérer, puisqu'en fait nous regroupons ces petits producteurs. Donc généralement sur un territoire, on essaie de mobiliser des producteurs, plusieurs milliers de producteurs, chaque fois c'est plusieurs milliers de producteurs, les pouvoirs publics, les acteurs économiques, pour créer les conditions de ce développement. Vu le niveau de pauvreté de ces paysans, ce ne sont pas eux qui nous rémunèrent, c'est dans le cadre de mécénat public ou privé ou des financements publics. Deuxième mode d'intervention, nous intervenons avec des entreprises, et des entreprises françaises, des entreprises du Nord. Et là, on n'est pas du tout dans le cadre du mécénat, mais on est dans le cadre de leur politique de RSE. Et en fait, ça concerne des entreprises qui cherchent à faire
à structurer des filières d'approvisionnement responsables dans ces pays-là. Par exemple, L'Oréal, des composants de cosmétiques, ou bien des entreprises qui se préoccupent de l'impact de leurs installations, de leurs implantations, de leurs investissements dans ces pays-là, pour créer autour d'elles, je dirais, des conditions qui sont, je dirais, d'admissibilité en fait de leur présence et de répartition de la richesse qu'elles produisent. Et effectivement, ce secteur de travail avec les entreprises, moi j'y crois beaucoup, parce que je pense que ce n'est pas simplement de la solidarité internationale, c'est l'intérêt, c'est une autre façon de voir les relations Nord-Sud. Et je crois que c'est dans l'intérêt de tous, du Nord comme du Sud. Et donc, si je peux vous donner un exemple. Oui, par exemple, le Club Med. Je vais vous donner un exemple concret, le Club Med. Je dirais, nous avons depuis plusieurs années un partenariat avec le Club Med qui vise à ce que les villages, les resorts du Club Med s'approvisionnent en produits frais localement. Ce qui n'est pas leur pratique habituelle, puisque, comme dans toutes les grandes entreprises, il y a des centrales d'achat, des directions des achats au niveau parisien, etc. Donc, dit comme cela que les villages s'approvisionnent en produits frais juste à côté, ça paraît du bon sens. Pourtant, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Enfin, c'est un vrai effort, un effort de la part du Club Med qui a dû travailler sur sa politique d'achat pour modifier sa politique d'achat et intégrer cet objectif-là. Et puis, nous avons accompagné le Club Med et des producteurs locaux pour créer autour de ces villages du Club Med, je dirais, un ensemble de producteurs locaux qui étaient capables de livrer les produits demandés en variété, en qualité, en quantité, en régularité. Et donc, c'est tout un travail, effectivement, qui permet de se rencontrer, je dirais, la direction des achats et la direction RSE du Club Med à Paris et des paysans au Sénégal ou, je dirais, en Indonésie. Et donc, AgriSud fait ce travail d'ingénierie et de lien. Et en fait, ça produit, là, concrètement, sur le Club Med, en 2022, on a travaillé, enfin, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec le Club Med, on a travaillé sur 10 villages du Club Med. Ça a permis, en fait, de faire vivre 500 très petites entreprises autour de producteurs qui ont livré à peu près 200 tonnes de produits, je dirais, au Club Med et ont sorti de la pauvreté à peu près 3000 personnes. Voilà un exemple très concret de notre action et vu les résultats très probants, parce qu'en fait, je dirais, la direction du Club Med a regardé ça et voit le retour. C'est un vrai retour sur investissement qu'ils attendent. On en parlera après, justement, de la mesure de l'impact, et on regardera cet exemple du Club Med pour voir concrètement qu'est-ce que ça change localement et qu'est-ce que ça apporte aussi aux gentils membres, par exemple, de ces fameux resorts pour lesquels vous avez aidé à créer des écosystèmes agricoles. Mais on en reparlera juste après. Christiane Lambert, je voudrais revenir à vous, parce que Epiter, le partenariat entre la FNSEA et Imagine Rural que vous présidez aujourd'hui, il faudrait quand même que vous expliquiez ce que c'est, en quoi vous œuvrez, et surtout qu'est-ce que vous apportez comme solution et quel type d'engagement cela apporte à vos clients, et en définissant aussi qui sont ces clients. Micro. Je ne l'ai pas touché. Si, c'est bon, il marche. Pardon. Tout comme monsieur vient d'expliquer qu'il organise le lien entre les agriculteurs locaux et les grandes entreprises, nous, Epiter, nous organisons le lien entre les agriculteurs et les grandes entreprises, et les moyennes et les petites, qui ont des besoins en compensation ou qui ont des envies de compensation. Je repartirai de ce qu'a dit monsieur Reynaud. Il y a eu la COP 0 à Johannesburg, puis il y a eu ensuite donc COP climat, puis les COP biodiversité. Et il a fallu attendre pas mal d'années quand même pour qu'il y ait des politiques de protection de la biodiversité. La biodiversité est reconnue comme un bien commun, mais elle est parfois sur des propriétés privées. Donc quand quelqu'un construit une route, un immeuble, un centre commercial, il détruit la biodiversité. Et depuis un certain nombre de lois, notamment issues du Grenelle, il y a une obligation de réparer et de compenser la biodiversité. Ça s'appelle la compensation écologique. Totale ou partielle d'ailleurs. Pardon ? Total ou partiel. Total ou partiel, alors parfois même x4, x5, x6. Moi, j'ai vu x14 dans le Maine-et-Loire sur un centre
commercial. Il a fallu faire 14 fois plus de zones humides que ce que le centre commercial avait détruit. Et donc, il y a eu de la quantification de cette biodiversité détruite et comment la conserver. Et de notre côté, alors à la FNSEA, on a commencé à y travailler en 2011, vous voyez, c'est vieux, en se disant, puisqu'il faut compenser la biodiversité, qui peut le faire? Ce n'est pas vous, dans votre métier, ce sont les agriculteurs qui occupent l'espace et qui, lorsqu'ils ont des prairies, captent du carbone, entretiennent des haies, des prairies. Les systèmes prairiaux sont très riches en biodiversité. Une prairie naturelle, c'est plus de 121 espèces florales. Et donc, on a eu des approches scientifiques de la biodiversité, pas une approche idéologique, une approche scientifique. Et on a essayé de le quantifier et de le monétiser. Les entreprises, les aménageurs en avaient besoin. Alors, la bataille a été rude parce qu'ils voulaient compenser le moins possible. Normal, c'était un coût. Mais par contre, les lois ont imposé un certain nombre d'obligations et quantifications. Et le travail a consisté en l'écriture de contrats de prestations pour services environnemental, qui co-engagent les agriculteurs et les entreprises qui ont besoin de compenser ou qui veulent montrer patte plus verte avec leur RSE. Et ainsi, on peut signer ces contrats-là. Alors, il y a une compensation carbone. Donc, le président de France Carbone Agri est là, on est sur le même stand. Le carbone, il y a une labellisation par le ministère de l'Écologie. C'était Madame Borne, à l'époque, qui était ministre de l'Écologie, quand elle a labellisé le dispositif label bas carbone. Les éleveurs laitiers qui livrent aux industries laitières, dont M. Huard a parlé, font des diagnostics CAP2ER et vendent des tonnes de carbone. Et c'est donc une rémunération complémentaire. Bon, il faut quand même bien payer le prix du lait, un message est passé, parce que c'est quand même le travail quotidien des éleveurs aussi. Et pour la biodiversité, à Imagine Rural, qui est une association qui avait des naturalistes, des entomologues, des agronomes, plein de spécialistes en compétences environnementales, on s'est rapproché d'eux, nous, la FNSEA, j'étais présidente à l'époque, pour justement mutualiser nos compétences et apporter, nous, notre réseau présent dans tous les territoires, eux, une compétence que nous n'avions pas. Et aujourd'hui, ce sont 80 personnes qui, à temps partiel, travaillent pour Épithère. Épithère, ça veut dire tout part de la terre. Et de plus en plus, on se rend compte que tout part de la terre. Vous l'avez d'ailleurs très, très bien dit. Et on peut ainsi apporter des compensations. Alors, on a des réalisations concrètes aujourd'hui. On a beaucoup travaillé pour les obtenir. Et d'ailleurs, ici, c'est emblématique ici. La bien REF. sûr. Alors, quand j'ai lu un jour que le MEDEF voulait faire une REF zéro impact, j'ai dit, chouette, on est là. Vers qui M. Roux de Bézieux va-t-il se tourner? Forcément vers les agriculteurs français, parce que décarboner en Indonésie, c'est bien. Décarboner en France, c'est mieux. Compenser la biodiversité en France, c'est bien aussi. Et donc, pour compenser le carbone émis par cette REF, nous avons engagé avec M. Roux de Bézieux à l'époque une compensation dans la Marne, 36 équivalents de tonnes de carbone, et on a planté des haies. Alors, on est allé avec Geoffroy Roux de Bézieux planter des petits arbustes. Je vous rassure, on n'a pas planté 4 km. Il n'avait pas le temps, il était trop pressé. Mais on a initié et on a communiqué autour de cela. Et pour nous, c'est une chance que Geoffroy Roux de Bézieux ait capté l'intérêt et accepté justement de compenser une partie en France, puisque ça montre à d'autres entreprises, c'est une fédération, le MEDEF, qu'il est tout à fait possible de le faire. Et comme on fait les choses à la carte, qu'on soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans l'industrie automobile, pharmaceutique, etc., on peut compenser avec les agriculteurs français. Rassurez-nous, ça n'a pas été qu'un one-shot. Non. Recommencer. Chaque année, bien on fait la même chose. Alors là, on continue, bien sûr. Donc là, on avait un engagement de 4 ans, donc il est tenu parce qu'on est des gens de parole et de contrat. On a travaillé aussi avec d'autres entreprises. On y reviendra. Mais ce qui est intéressant avec le MEDEF, et on le voit, c'est que le MEDEF contribue de cette façon-là. Et monsieur, vous le dites, ce n'est pas un contre-emploi ou contre-intuitif. De plus en plus, l'industrie, qui était un gros mot auparavant, est un des secteurs qui fait beaucoup, voire le plus, avec l'agriculture pour justement l'environnement et la biodiversité. Et d'ailleurs, tous les ministres de l'environnement, c'est souvent des femmes, successifs, ont dit il faut l'engagement des acteurs. Donc, par rapport à ces sujets, qu'ils soient contraints ou naturels. Voilà, il y a ceux qui parlent et puis il y a ceux qui font. Il y a ceux qui piaillent et il y a ceux qui travaillent, comme on peut dire aussi d'une autre formule. Nous faisons. Donc, ceux qui parlent trouvent qu'on n'en fait pas assez, mais il faut regarder vraiment tout ce que font les entreprises dans différents domaines. Et moi, j'ai vu des reportages sur le biochar qui m'ont passionné, mais j'ai beaucoup mieux compris avec vous aujourd'hui. Ça, c'est disruptif quand même. On ne parlait pas de ça il y a 5-6 ans. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, toutes les innovations permettent justement d'aller beaucoup plus vite. Et sur la question de la réutilisation des eaux blanches, par exemple,
quand la France n'utilise que 1% de ses eaux usées ou de ses eaux blanches, alors que c'est 35% en Espagne et 98% en Israël, l'Israël, c'est un désert, ils veulent nourrir leur population, et puis il y a des enjeux géopolitiques que vous connaissez bien, eh bien eux, ils ne sont pas posés de questions, peut-être ils n'ont pas les mêmes écologistes que nous, mais ils ont signé les textes plus vite et ils réutilisent beaucoup plus l'eau pour faire des tomates, des avocats, qu'ils nous exportent d'ailleurs. Donc la France, finalement, s'est mis des boulets dans le pied avec ses oppositions. On a tous à gagner de gommer ces oppositions et de montrer des partenariats féconds entre le monde de l'entreprise et le monde de l'écologie. On y reviendra après, notamment avec l'exemple de Kering qui est très intéressant. Merci Christiane Lambert. Axel Reynaud. Madame Lambert, vous êtes tendue une perche, elle a beaucoup mieux compris ce que c'était que le biochar. Expliquez-nous maintenant concrètement ce que vous faites. Alors je note, je prends mes notes parce que moi je ne suis pas très intelligent, j'ai besoin d'avoir un support, ce que vous faites au Cameroun, ce que vous faites au Brésil, et comment vous arrivez à avoir cette triple action d'un point de vue agricole, en améliorant la qualité des sols, climatique, en retirant du CO2 de la terre, et surtout social, en réduisant la pauvreté. Ça paraît magique sur le papier, mais concrètement, ça donne quoi? Je pense que c'est une illustration un peu de ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est-à-dire il y a des approches, il y a des nouvelles approches autour de l'agriculture qui sont, on va dire, plus intelligentes et qui permettent à la fois d'améliorer le niveau de vie des agriculteurs, de constituer une agriculture plus durable, plus régénératrice, et de contribuer à lutter contre le changement climatique. Donc, nous, on est un outil dans toute une palette d'outils et qui, comme toujours dans l'agriculture, les facteurs d'application, le climat, le sol, le type de culture, etc., fait qu'une solution est pertinente ou n'est pas pertinente. Nous, notre solution, elle est pertinente dans les sols tropicaux. Et effectivement, ce fameux biochar dont je parlais tout à l'heure, en le mettant dans le sol, on améliore l'agriculture. On permet de réduire de l'ordre de 30% l'usage des engrais en maintenant les rendements, là où les agriculteurs peuvent se payer des engrais, puisque l'exemple effectivement des agriculteurs qui vivent avec $1 par jour, nous on l'a au Cameroun, des toutes petites exploitations de café, des gens qui vivent sur 1 hectare et qui évidemment ne peuvent pas se payer d'engrais. Et donc là, on prend en fait des résidus de ce qu'ils ont produit et on en fait un produit utile qu'on renvoie dans leur sol. On va faire le go-between. Vous les prenez, vous le transformez. Comment vous le transformez? Où et avec qui? Alors, on prend en fait cette biomasse, on la transforme dans une petite usine qui est en proximité des zones d'où on source la biomasse. On va chercher une quinzaine de kilomètres, voilà, une quinzaine de kilomètres autour de là où la biomasse a été produite. On produit ce biochar dans un processus industriel qui n'est pas très compliqué, qui on chauffe à haute température sans oxygène. Et ensuite, on renvoie le biochar dans les mêmes champs. Et donc, pour les agriculteurs, on est sur un modèle circulaire qui permet de valoriser ce qui était aujourd'hui plutôt un encombrement pour eux, puisque ces résidus agricoles, ils terminent très souvent brûlés, jetés dans un trou, voire jetés dans la rivière. Ils se transforment en CO2. Voilà, et ils se transforment en CO2, mais en plus, ils polluent. Enfin, vous avez tous l'image des photos qu'on a de l'Inde en fin d'année avec ces espèces de nuages épouvantables à Delhi. C'est juste les gens qui brûlent les résidus alors de canne à sucre et de riz. Et donc, il y a un effet aussi sur la pollution de l'air. Et donc, on voit qu'un modèle circulaire, ça permet d'améliorer l'agriculture, ça permet d'améliorer le niveau de vie des agriculteurs. En passant, on crée des petits emplois industriels dans des zones rurales et on enlève du CO2 de l'atmosphère. Et ça, alors ça ne s'applique pas partout, mais dans le domaine, nous on a fait beaucoup de tests dans le domaine du café, du cacao, dans la culture d'un certain nombre de légumes, genre tomates, haricots, maïs, etc. Les effets en termes de rendement sont absolument spectaculaires, entre plus 30 et plus 100%, avec un produit qui est fabriqué localement, avec des produits locaux, et finalement qui amène un service agricole et un service climatique. Alors aujourd'hui, vous avez combien d'usines? Alors on a 2 usines en production. On en a une dont on a démarré la construction là, il y a quelques semaines. En fait, au cœur du modèle, il y a de la technologie, parce que j'ai simplifié en disant il faut chauffer les résidus, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et surtout, quand on est dans des pays en voie de développement, dans des zones rurales, il n'y a pas beaucoup de compétences techniques. Et donc, en fait, il faut concevoir des systèmes de production qui soient à la fois très robustes, très faciles à maintenir, très faciles à installer, parce qu'il n'y a pas on ne peut pas amener 12 ingénieurs chaque fois qu'il faut installer une usine, et qui soient très automatisés, faciles à faire fonctionner, parce que, de nouveau, il n'y a pas les compétences. Et donc, on cherche un peu à avoir
si je prends une analogie, j'utilise quelquefois, on cherche à hybrider une vieille Jeep de la Seconde Guerre mondiale, vous voyez, hyper robuste, n'importe qui avec un marteau la répare, et l'électronique d'une Tesla, parce que c'est des usines qui sont connectées, pilotées à distance, etc. Et ça, c'est en fait pas mal de techno et de R&D. Et donc, au cœur du modèle, de loin, on dit, bon, bah, c'est des zones rurales, on chauffe des résidus agricoles, tout ça, c'est une grosse marmite et on met un feu en dessous. C'est pas que ça, on est d'accord. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, au cœur du modèle, il y a de la R&D pour faire ce système très facile à déployer. Bon, on reviendra après dans une troisième partie sur la mesure de l'impact et est-ce qu'il faut désespérer ou pas, et surtout l'ambition de Net Zero qui est quand même assez phénoménale par rapport aux 2 usines que vous avez actuellement en production, plus la troisième que vous avez en construction. François-Xavier Huard, l'engagement, vous parliez tout à l'heure en introduction de la nécessité d'accompagner les agriculteurs dans leurs projets de transformation, notamment pour ce qui vous concerne le lait, les vaches laitières. Comment faire en sorte en France de ne pas finir, là, encore une fois je prends mes notes, comme aux Pays-Bas, cette transformation se traduise par une destruction de 30% du cheptel, ou comme en Italie, avec je dirais l'extermination de 200 000 vaches. Comment vous pouvez concrètement aider les exploitants laitiers français à ne pas arriver à cette conclusion-là, à cette incidence-là? On essaye déjà de s'appliquer à nous-mêmes, donc aux laiteries, aux fromageries, des engagements très clairs. Donc notre objectif, il est simple, c'est d'arriver à 35% de baisse d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et une neutralité carbone en 2050 sur nos sites. Donc déjà, et ça implique des modifications parce que la transformation laitière, c'est du chaud et du froid en permanence. C'est le travail avec une matière qui est périssable et qui est très fragile. Donc on utilise beaucoup en fait de chaleur et donc il faut qu'on travaille notamment sur des chaudières biomasse, sur des pompes à chaleur, sur des panneaux photovoltaïques et tous ces outils-là que l'innovation nous permet. Mais 80% dans une brique de lait ou dans un produit laitier, de la part de carbone vient effectivement de l'amont. Et l'amont, c'est le partenariat qu'on a avec les éleveurs laitiers. Donc il faut qu'on travaille et ce qu'on oublie peut-être souvent, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, il y a d'un côté on ne voit que le produit fini. On voit que le produit fini, ou des fois quand on écoute Michel-Édouard Leclerc, on a l'impression qu'il va lui-même avec sa voiture chercher directement dans les fermes le lait, mais entre les deux, il y a des acteurs. C'est pas Christian Lambert comme ça qui aura évoqué Michel-Édouard Leclerc. Je profite. Mais en fait, il y a des acteurs au milieu et tous les jours, les fromageries et les laiteries que je représente ici collectent le lait auprès des éleveurs laitiers. Et donc, il y a un partenariat qui se met en place. On fait des diagnostics, on les accompagne. Et donc, l'idée, c'est de se dire, comme on l'a évoqué, on est persuadé, on est convaincu que l'élevage est une solution. Contrairement à ce que beaucoup disent, et notamment un rapport qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps de la Cour des comptes, il n'y a pas de fatalité à se dire c'est parce que l'élevage est perçu par certains comme problématique que c'est en coupant un cheptel qu'on arrivera à résoudre le problème. Pas du tout. Il n'y a pas cette fatalité et on est persuadé, contrairement à d'autres pays, notamment les Pays-Bas, qui ont décidé quand même de réduire de 30 à 40% leur cheptel d'ici 2030, contrairement à l'Irlande qui a décidé de détruire 200 000 têtes d'ici 3 ans, on ne veut pas de gestion malthusienne de l'élevage en France. On veut que l'élevage vive et que l'élevage soit un élément. Comment? Alors, ça passe par de la transformation. La marche est importante. Quand je vous dis qu'on arrive à la neutralité carbone, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Donc ça passe par la modification, notamment de l'alimentation des vaches. Il y a des innovations et des additifs naturels, notamment extraits d'algues rouges, qui permettent la diminution de l'émission de méthane de 30 à 40%, ce qui est énorme, rien qu'en modifiant l'alimentation des vaches. Il y a également des bâtiments maintenant beaucoup plus modernes et intelligents, des étapes qui permettent de collecter le méthane lorsque les vaches sont en stabulation. Il y a aussi une meilleure gestion du troupeau, c'est-à-dire que par la génétique, on peut essayer de faire en sorte que les vaches émettent moins de méthane et que la gestion du troupeau avec les éleveurs se passe beaucoup mieux et qu'on arrive à un volume de rendement constant, parce qu'il faut aussi garder une collecte laitière française qui soit souveraine,
à pouvoir émettre beaucoup moins de méthane. Donc oui, les solutions existent. Maintenant, il faut passer à une échelle beaucoup plus importante. Et c'est là où le partenariat entre les laiteries, les fromageries et les éleveurs laitiers est important. Ok, très bien. Il nous reste 10 minutes, 10 minutes pour parler des résultats, de la mesure de l'impact, de l'engagement que vous avez à travers vos associations, ONG ou organisations. Et donc, je reviens à Axel Reynaud. Quand on a préparé, vous m'avez dit, ok, très bien, on a un objectif de 700 usines en 2031, ce qui sera l'équivalent de 2 millions de tonnes de CO2 enlevées par an sur un potentiel de combien? Il y a toujours un petit décalage. Un petit temps. En fait, cette histoire d'enlever du CO2, ça peut paraître un espèce de fantasme Donc ça, tout le monde a compris l'utilité. technicien, etc. Non, non. Bon, au départ, en fait, c'est le GIEC qui dit aujourd'hui, on émet de l'ordre de 50 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Il faut être net zéro en 2050. Et donc, il faut évidemment réduire tout ce qu'on peut. Et en ce sens, l'agriculture a un rôle à jouer, mais l'industrie, le chauffage urbain, etc. etc. Bon. Mais on ne va pas arriver à réduire à zéro, parce qu'il y aura des émissions résiduelles, notamment liées à l'agriculture, et liées à des process industriels qui seront difficiles à décarboner, liés à l'aviation, etc. Le GIEC dit, objectif très ambitieux, on émettra encore 10 milliards de tonnes en 2050. Et donc pour être net zéro, il va falloir enlever 10 milliards de tonnes. Et c'est ça l'objectif général de captation et de séquestration du carbone, c'est enlever 10 milliards de tonnes en 2050. Alors ça peut paraître un peu abstrait. Si je vous dis que l'industrie pétrolière extrait, pétrole et gaz combinés extrait 6 milliards de tonnes par an, ça montre l'échelle de ce qu'il va falloir mettre en place. Et ce n'est pas juste le biochar qui va pouvoir faire ça. Il va falloir faire de la reforestation, il va falloir faire des haies, il va falloir faire du biochar, il va falloir faire de la capture directe dans l'air, il va falloir faire de la minéralisation. Il y a plein de technologies, mais c'est un enjeu industriel absolument énorme. Nous, modestement, on dit en 2031, on espère enlever 2 millions de tonnes. Voilà. Le potentiel du biochar, le GIEC dit, c'est 1 à 2 milliards de tonnes. Donc c'est quand même significatif. C'est 10 à 20% du total. Voilà. Mais aujourd'hui, on part quasiment de zéro et on est extrêmement en retard puisqu'on a moins de 30 ans pour développer une filière industrielle ou une série de filières industrielles qui vont enlever en ordre de grandeur la même chose que ce qu'on extrait aujourd'hui en pétrole et gaz. Et on voit bien tous les actifs qu'il a fallu déployer pour faire ça. Voilà, donc nous, modestement, on essaie de faire passer à l'échelle une solution. En zone tropicale, on pense que le potentiel est environ 800 millions de tonnes, ce qui est déjà pas mal. Et donc 2 millions sur ces 800 millions. Merci Axel Reynaud. Je rebondis sur Christiane Lambert. Je reviens sur l'exemple que vous disiez tout à l'heure. Vous nous avez expliqué un petit peu la mesure de l'impact à travers notamment ce que vous pouviez faire avec l'AREF du MEDEF. Vous avez un autre exemple qui est très parlant, qui est très significatif. On en a parlé quand on a préparé, c'est avec Kering. Expliquez-nous un petit peu ce partenariat et surtout quelle est sa finalité et son résultat. Alors, le groupe Kering est avec Marie-Claire Daveux, qui est en charge de ce sujet de la RSE au sein de Kering, veut justement travailler davantage pour montrer des réalisations concrètes pour sa RSE, mais aussi pour son approvisionnement. Donc, pour sa RSE, nous avons travaillé ensemble avec des ruminants, d'autres ruminants, les ovins. Parce que quand même, à la décharge des vaches, autant une voiture, on peut la rendre électrique, c'est complètement différent. Une vache, elle aura toujours 4 estomacs. Elle ruminera toujours, c'est biologique, et donc le méthane entérique, on ne le supprimera pas complètement, donc on se soigne. Tant qu'on ne passera pas aux vaches électriques. En matière de... Tant qu'on ne passera pas aux vaches électriques. Non. Mais les vaches font beaucoup plus pour la biodiversité que quiconque, donc ce qu'elles font en biodive, on peut leur passer quelques trucs en termes de carbone. Bref. Alors avec Kering, nous avons travaillé pour réintroduire du sainfoin dans les prairies du Quercy. Pourquoi le sainfoin ? Le sainfoin est une plante magnifique qui a extrêmement de vertus. C'est une légumineuse, elle est bonne pour les abeilles puisqu'elles peuvent beaucoup capter de pollen pour faire du très bon miel. Et on sait que l'abeille est un vecteur très emblématique de la biodiversité. Le sainfoin permet aussi une meilleure santé des brebis puisque ça améliore le microbiote des brebis. Aujourd'hui, on sait tous que notre microbiote, c'est capital. On n'a pas tous fait... la photo de notre microbiote, mais on sait qu'il faut s'en préoccuper. Et en améliorant le microbiote des brebis, on améliore la santé, donc leur longévité, donc meilleures conditions d'élevage, meilleur bien-être et moins de besoin d'accompagner par des antibiotiques ou autres additifs. Et donc, nous avons avec 28 éleveurs dans le Quercy et la COP du Quercy qui produit des agneaux AOC.
mis en place un processus. Les semences de Sainte-Foy sont très, très, très coûteuses et donc Kering a fait le choix d'accompagner financièrement ces éleveurs qui, pendant 5 ans, vont implanter, Pourquoi entretenir. Pourquoi? Par Pour- altruisme? Oui, alors aussi pour éthique. Vous savez qu'il y a quelque chose, et on est ici à la REF, faut le dire, de plus en plus de jeunes, quand ils veulent travailler dans telle ou telle entreprise, s'intéressent au sens de l'entreprise. Moi, je suis administratrice au Crédit Agricole. On voit aujourd'hui des jeunes qui voulaient moins travailler dans la banque, mais si la banque, et on a tous en tête une publicité qu'on voit beaucoup à la télé en ce moment, a une éthique et réalise des projets locaux ou s'engage vraiment pour apporter un service et une proximité, ça intéresse davantage les jeunes. Des métiers de sens, et tant mieux. Et nous qui sommes aux manettes, on doit apporter des réponses. Donc Kering le fait pour cela. On a un autre projet avec Kering qui est assez original. Vous savez que, alors je ne vais pas faire de pub, mais quand même, je vais citer 2 marques emblématiques, Gucci et Balenciaga. Je n'achèterai vous jamais pouvez ces sacs ici, à hein. main-là. Donc, Si vous pouvez. Hein. non, ils sont très, très onéreux. Et les clientes, qui sont très souvent une clientèle étrangère, veulent des garanties que le cuir qui a servi à la fabrication du sac à main ou du sac, bagage, est zéro défaut. Et donc, le veau, puisque ce sont majoritairement des cuirs de veau, a été élevé pas dans une boîte de coton, mais presque. Il n'y a aucune griffure, aucune blessure. Bon, nous, c'est difficile, on a toujours quelques petites éraflures, mais là, on va essayer de protéger très, très, très bien ces animaux-là pour livrer des cuirs. Le cuir, c'est aussi un débouché, hein, en plus du lait, de la viande, c'est un débouché important, c'est le 5e quartier, comme on l'appelle dans notre jargon. Et donc là, on va mettre en place un cahier des charges avec les agriculteurs du Gers pour produire des cuirs zéro défaut. Guerlain, on travaille aussi avec eux, c'est que leur emblème, c'est l'abeille. Et donc là, on a mis en place des jachères mellifères pour pouvoir avoir davantage d'abeilles en proximité de leurs usines, pour leur approvisionnement, pour leurs cosmétiques et parfums. On fait de la compensation pour les éoliennes, sujet très débattu. Quand on implante une éolienne, il y a un bloc de béton à la base, donc il faut une compensation écologique. On le fait dans le Cher, avec un certain nombre d'autres acteurs. Donc, nos processus... Les solutions, ça existe. Voilà, c'est validé par le Muséum d'histoire naturelle et l'Office français de la biodiversité. Donc, c'est du sérieux. C'est quantifié, évalué tous les 3 ans pendant 20 ans. Très bien, merci. Il nous reste moins de 5 minutes pour conclure et passer les 2 dernières mesures de l'impact. Monsieur Le Breton, on parlait tout à l'heure du Club Med. On a bien vu l'intérêt pour les populations locales de développer des circuits courts pour les resorts. Concrètement, pour je dirais les gentils membres, qu'est-ce que ça leur apporte d'avoir ce type de partenariats qui sont développés et en quoi ça améliore leur séjour? Vous parlez du Club Med, là, en Club Med, bien l'occurrence. sûr. Club Med. Si je reste sur l'exemple du Club Med, hein, je dirais le Club Med, par cette politique qu'il a décidé de généraliser, hein, puisque nous avons un objectif à 3 ans de tripler en fait cette Nombre de politique. resorts. C'est tout simplement parce que en fait, il y a un vrai retour. D'abord, il y a un retour financier finalement. Je dirais les produits locaux, les circuits courts, c'est finalement plus économique quand le système d'achat est adapté. Deuxièmement, mettez bien le micro sur le proche de. Deuxièmement, je dirais il y a un retour client qui est extrêmement positif. Les clients apprécient que je dirais leur village ne soit pas complètement hors sol en fait. Il y a un retour vis-à-vis du personnel qui est une vraie fierté de participer à du développement local, donc une fidélisation et un engagement du personnel. Grande implication. Oui, une plus grande implication. Il y a un retour sur les relations avec les autorités locales, et je dirais, puisqu'en fait, je dirais les villages du Club Med s'insèrent davantage dans l'économie locale, et ça a notamment des conséquences très concrètes sur la sécurité des installations. Hein. Et puis, je dirais, le Club Med met en avant cette politique dans ses objectifs de développement durable et s'en sert notamment, je dirais, dans ses négociations financières avec les banques. Avec les banques. Je dirais quand ils négocient effectivement leur ligne de crédit, en fait. Donc, ça fait partie, je dirais, d'un système gagnant-gagnant, en fait, réellement. Et je dirais, moi, j'espère que, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui vont s'engager là-dedans. Et nous, notre objectif, en fait, c'est actuellement, je dirais, on accompagne, enfin, on structure entre environ 5000 nouvelles TPE chaque année, en fait. Et en fait, notre objectif, c'est de doubler ce potentiel, parce que si on a des entreprises qui nous font confiance pour effectivement avoir une politique d'approvisionnement responsable ou d'analyse d'impact dans les pays du Sud, je pense que ça peut considérablement changer les choses. Et
Nous, on insiste beaucoup. On développe des cultures vivrières. Ça permet d'améliorer la sécurité alimentaire de ces pays. Et c'est un vrai facteur de stabilisation de ces pays. Et on l'a vu, ça réduit la pauvreté. Merci beaucoup, Monsieur Le Breton. Pour conclure, Monsieur Huard, un peu d'autopromo sur le prix de l'innovation qui contribue en matière d'engagement à changer le monde et à changer notamment la filière laitière. Si vous voulez en dire 2 mots. On a bien vu qu'on avait la marche à franchir pour la décarbonation et la transition écologique est importante. Les investissements aussi sont importants. Nous, on a calculé pour la seule industrie laitière privée qu'il fallait 3,3 milliards d'euros pour arriver à la neutralité carbone qu'on a évoquée. Les industriels, bien entendu, investiront. On attend aussi de l'aide des pouvoirs publics de pouvoir avoir un environnement fiscal et financier qui puisse être favorable. Les consommateurs aussi devront, je pense, participer à cet effort-là parce qu'il faut arriver à surmonter le paradoxe de vouloir une agriculture et des produits agroalimentaires sains, durables, qui soient souverains, locaux, avec des emplois à la clé, et en même temps avec des prix alimentaires qui sont toujours tirés vers le bas. Donc il faudra avoir un prix juste pour pouvoir assurer derrière aussi une juste rémunération des agriculteurs. Et pour conclure, et on arrivera à ça, à ces investissements-là, grâce à l'innovation. On présente des entreprises privées qui innovent et investissent. Donc on a lancé un prix de l'innovation le 1er juin dernier. Et donc on va, d'ici la fin de l'année, faire un événement pour créer une passerelle entre le monde de l'industrie laitière et des startups qui travaillent notamment sur des projets. On reçoit plein de projets actuellement, toujours tous plus passionnants les uns que les autres, notamment certains qui développent des pots de yaourt qui sont compostables, parce qu'on a un vrai problème avec l'emballage plastique notamment. Et je pense à un autre projet qui travaille sur l'intelligence artificielle pour le nettoyage de nos lignes de production. Et donc, là aussi, on attirera les talents que si on montre aussi que nos propres entreprises se développent sur ces sujets tels que l'intelligence artificielle et la transition écologique. Eh bien, merci, c'était une belle conclusion. Merci à tous les 4, Monsieur Reynaud, Monsieur Huard, Monsieur Le Breton et Madame.